Devenez une sentinelle des lacs. Module 3, 4 autres plantes exotiques envahissantes. Nous allons voir ici la berce du Caucase, les nerfs bruns bourdelles et cathartiques, la renouée du Japon et le roseau commun. Vous allez apprendre à identifier ces espèces, connaître leur impact et les mesures de prévention et de contrôle. Commençons avec la berce du Caucase. C'est une plante qui a la particularité de causer de graves brûlures lorsqu'on entre en contact avec sa sève, en plus d'être exotique et envahissante. La berce du Caucase, on va la reconnaître par ses fleurs qui forment une ombrelle blanche ou rose de forme aplatie. Ces tiges vont avoir de nombreuses taches rouges violacées et composées de poils blancs, un petit duvet, mais un duvet dispersé et rude. Les feuilles sont profondément découpées, fortement dentelées et ils peuvent être très grosses. Elles peuvent aller jusqu'à 1,5 m de largeur. On la confond souvent avec la berce laineuse, qui est une espèce indigène qui est non envahissante. La berce laineuse se distingue par une taille beaucoup plus petite. Il n'y a pas beaucoup de taches non plus rougeâtres sur la tige et les poils vont être plus nombreux. On va avoir vraiment un beau petit duvet souple et doux qui va être très abondant sous les feuilles et sur la tige versus des poils plus dispersés et plus rude pour la berce du Caucase. Voici une belle image d'une fleur de berce du Caucase. On voit ici la taille de la tige qui peut être quand même assez importante. La berce peut avoir une hauteur de 2 à 3 mètres de hauteur. Voici une autre photo de la fleur. Un jeune plant de berce, on le reconnaît quand ils sont jeunes par la forme caractéristique de leurs feuilles, de larges feuilles avec profondément découpées et dentelé. Il faut vraiment porter une combinaison lorsqu'on s'attaque à la berce du Caucase due aux brûlures sévères qu'elles peuvent causer par la sève. Donc voici le genre d'équipement qu'on doit porter pour manipuler la berce du Caucase. Et voici une très large feuille. Celle-ci devait avoir environ 1 mètre de largeur. Donc vous voyez ici le revers de la feuille. Donc, peu de petits poils souples et doux, contrairement à la berce laineuse, de grandes feuilles, une grande taille de plante, des feuilles largement découpées, fortement dentelées. Comment elle se propage, la berce du Caucase? C'est principalement par ses graines. La plante, en fait, elle va vivre jusqu'à temps qu'elle se reproduise au moins une fois par ses graines et elle va atteindre cette maturité sexuelle vers l'âge de 3 à 5 ans. Et si on coupe la tige avant qu'elle ne s'ait reproduit, elle va survivre, elle va rester vivante tant qu'elle n'aura pas accompli son cycle vital. Les impacts de cette plante-là pour la biodiversité et la croissance des plantes locales, elle va nuire en fait à toutes les espèces indigènes parce qu'elle va prendre vite place dans le milieu, elle va coloniser rapidement, un peu comme les autres espèces exotiques envahissantes, ce qui va perturber le sol, ce qui va modifier les propriétés chimiques et physiques du sol, ce qui fait que les autres espèces indigènes vont avoir beaucoup de difficultés à prendre place. Et c'est vraiment la sève de cette plante. Attention aux brûlures. Vous voyez ici une image d'une brûlure causée par cette plante-là. Comme prévention, eh bien, même si la berce elle a ce risque-là pour la santé, elle a été souvent utilisée par les jardiniers amateurs dans les aménagements paysagers. Donc, l'important maintenant, c'est d'éviter de l'introduire, d'éviter de la propager. Donc, ne jamais la semer, la planter, ça va de soi, mais ne pas aussi couper les tiges. Si on coupe une tige de berce, elle va repousser et elle va se reproduire également. C'est très important de signaler la présence des berces du Caucase à votre municipalité pour qu'on puisse prendre des mesures de contrôle rapidement de la plante. D'ailleurs, c'est une plante qui se contrôle assez facilement. En fait, il s'agit d'extraire la majorité de sa racine. Ces racines sont en forme de carotte et si on les extrait à l'aide d'une pelle, on arrive à éliminer la plante et ce, même s'il reste un fragment de racine. Donc, un petit fragment de racine de berce ne
ne revit pas, meurt, ne redonne pas un plant, contrairement à plusieurs autres espèces exotiques envahissantes. Donc, c'est une plante qui, par l'arrachage, on peut en venir à bout si on fait un arrachage répété. Si les colonies deviennent parfois trop denses ou l'ampleur est telle que l'arrachage devient impensable, eh bien, en méthode de prévention, c'est très important de venir couper les ombrelles de cette plante-là, c'est-à-dire les fleurs, pour éviter qu'elles se reproduisent par les graines. Et le temps de l'année est très important. On doit couper les ombrelles de la mi-juillet à la fin juillet. Si on les coupe trop tôt, la plante va avoir le temps de se refaire de nouvelles fleurs avant le mois d'octobre, novembre, et les graines vont pouvoir quand même être viables si on a coupé la première floraison avant la mi-juillet. Et si on attend plus tard que la fin juillet, et là on risque d'avoir des graines matures déjà à la fin juillet. Donc vous voyez que c'est une plante qui est très efficace en reproduction sexuelle par les graines. Les herbicides, la lutte chimique, le glyphosate principalement, peut donner de bons résultats si on exécute un protocole bien précis, et cet usage n'est pas permis en milieu riverain. Maintenant, les nerfs bruns, bourdaine et cathartique. En Estrie, on retrouve principalement le nerf brun bourdaine. Le nerf brun cathartique, on le retrouve beaucoup moins, il est beaucoup moins fréquent. Je vais vous caractériser un peu plus dans cette formation-là, le nerf brun bourdaine. D'abord, les fleurs. Elles sont 5 pétales vertes ou blanches. Elles sont seules ou par groupe de 2 à 8 fleurs. Les fleurs vont donner un petit fruit qui va devenir bleu foncé vers la fin de l'été. Le tronc ressemble pas mal à d'autres espèces. Il n'est pas tellement caractéristique. Il va y avoir des petites taches blanches qui vont quand même être assez visibles. Les feuilles sont alternées. C'est qu'ils ne poussent pas en rangée de feuilles, mais une après l'autre de façon alternée sur les tiges. Les feuilles vont être d'un vert clair très lustré. Les feuilles du nerf brun bourdaine sont lisses, sont non dentelées sur le côté. Ils vont porter 6 nervures parallèles. Tandis que le nerf brun cathartique a des feuilles finement dentelées. Elles vont être vertes foncées et plus pâles au revers. Elles vont avoir une forme ovale et dentelée. Voici quelques images, le nerf brun bourdaine. Donc ici, un jeune plant. On voit ici, c'est un rejet de souche. La tige principale a été coupée et il ressort des dizaines de tiges suite à la coupe de la tige principale. Vous voyez ici un nerf brun bourdaine, une forme ovale de feuille. Le rebord de la feuille n'est pas dentelé. On a 6 nervures principales pour chaque feuille. Ça ressemble un peu à un cerisier d'un premier coup d'œil. Il faut savoir que c'est un arbuste qui peut venir quand même assez haut. On peut parler jusqu'à 4, 5, 6 mètres de hauteur, tellement que certains nerfs bruns peuvent même faire de petites bûches. Mais généralement, les tiges vont avoir à peu près jusqu'à 2, 3, 4 cm de diamètre au maximum. Le nerf brun cathartique, la différence, si vous voyez le rebord de la feuille, est dentelé, contrairement au nerf brun bourdain qui est lisse. Une autre image de nerf brun cathartique. Encore ici. Leur habitat. Les nerfs bruns vont profiter d'une ouverture du couvert forestier où ils vont profiter d'un habitat qui est fortement ensoleillé. Donc le long des routes, sur le bord des cours d'eau, dans les boisés, dans les terres en friche. Donc c'est vraiment leur habitat préféré. Le nerf brun cathartique, lui, va être plus souvent rencontré dans les milieux urbains et il préfère les milieux secs versus le nerf brun bourdaine qui va préférer les milieux plus humides. Comment il se propage? Les deux espèces sont très envahissantes. Ils vont peupler très 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 rapidement les sous-bois. Ils vont se reproduire en partie par leurs graines, mais aussi par les racines et lorsqu'on coupe les tiges. Donc, ils vont s'étendre aussi par leurs racines. Mais c'est principalement par leurs graines qu'ils vont se reproduire. Chaque fruit possède de 2 à 3 graines et un arbre peut produire jusqu'à 1800 fruits en un été.
Donc, c'est une semence qui est très, très, très efficace. Les impacts des nerfs bruns, bourdaines et catarctiques sont une nuisance évidente pour la biodiversité et la croissance des plantes indigènes. Lorsque c'est colonisé, lorsqu'on a une colonie de nerfs bruns dans une forêt, il n'y a plus de relève possible par les arbres. En fait, les petits conifères au sol, les petits arbres au sol vont étouffer sous le couvert dense de nerfs bruns qui empêche la lumière d'atteindre le sol. Donc, le nerf brun peut venir modifier une forêt et définitivement, et c'est très difficile de s'en débarrasser. On va le voir ici. Donc, vous voyez l'image que j'ai prise ici, c'est dans une colonie très dense de nerfs bruns. On avait de la misère à avancer et il n'y avait pratiquement aucune espèce indigène en sous-bois dans cette zone colonisée-là. Bon, bien sûr, ça va diminuer la présence de la faune. Les animaux comme le cerf de Virginie ne va pas préférer cet habitat-là. Il va préférer un habitat naturel et il va éviter ces zones envahies de nerfs bruns-là. Pour la plupart des espèces, c'est le cas. Ça va enrichir le sol en azote, ce qui est favorable pour le nerf brun, mais défavorable pour d'autres espèces. Le nerf brun est connu pour être toxique chez certains amphibiens. Il a aussi une perte de rendement en agriculture parce qu'il est l'hôte du puceron du soya. Donc, en présence de nerf brun à proximité, on peut avoir des problèmes de pucerons dans les cultures de soya. Donc, voici ici une photo d'une colonie de nerfs bruns sous un couvert forestier qui a été éclairci. Donc ici, on était rendu à la deuxième éclaircie commerciale de cette forêt-là, donc il ne reste plus beaucoup d'arbres. Et le nerf brun qui était implanté là déjà depuis plusieurs années attendait justement d'avoir beaucoup de lumière pour exploser, pour se reproduire et pour venir complètement coloniser le sous-bois. Donc lors de la dernière coupe de cette forêt-là, il faut dire qu'il n'y a aucune reprise des arbres dans cette forêt-là qui est possible. Donc, éventuellement, le nerf brun prend toute la place, domine et empêche la forêt de se régénérer. Donc, c'est vraiment son impact principal. C'est un fléau qui commence à être de plus en plus présent en Estrie, notamment dans la région de Sherbrooke, Cookshire. On retrouve énormément de nerfs bruns, de colonies de nerfs bruns, et on parle de lots complets qui sont envahis de nerfs bruns. Le nerf brun, puisqu'il se reproduit par ses graines, les graines sont comestibles par les oiseaux. Bon, c'est pas une espèce que les oiseaux vont raffoler, mais quand même, il y a des oiseaux qui vont manger ces graines-là et qui vont les amener plus loin. Donc, une colonie de nerfs bruns dans le voisinage, il fait en sorte qu'à long terme, on a une colonisation en périphérie qui s'étale et qui s'étale. Comment prévenir l'apparition du nerf brun? C'est vraiment d'apprendre à le reconnaître. Pouvoir le reconnaître le plus vite possible, parce que quand on a affaire juste à quelques plants, ça peut être possible d'amorcer un contrôle, du moins limiter la propagation du nerf brun. Une bonne façon de prévenir est aussi d'exiger une propreté parfaite des équipements et de la machinerie devant opérer sur votre terrain. Donc, vous avez une coupe forestière de prévu. L'équipement, elle vient d'où? Où est-ce qu'elle a travaillé avant de venir chez vous? Peut-être qu'il y avait du nerf brun. Peut-être qu'elle a travaillé dans des colonies de nerf brun. Peut-être qu'elle va contenir des graines dans des résidus de boue, par exemple, collés aux roues. Et peut-être des fragments de branches sur la machinerie. Donc, la machinerie doit être inspectée. Toute la machinerie forestière, les débardeuses, les bûcheuses doivent être vraiment bien inspectées. Les pelles mécaniques aussi, pour éviter qu'elles contiennent des résidus de graines ou de plantes, doivent vraiment, vraiment bien être inspectées avant de travailler. Parce qu'une fois que le nerf brun prend place, le danger, c'est qu'on ne le voit pas et qu'il continue de se propager progressivement. Et là, on fait une coupe forestière et si le nerf brun est présent devant l'ouverture de la canopée, devant l'ouverture du couvert forestier, le nerf brun va venir prendre toute la place. Donc, la prévention est vraiment importante.
Et s'il y en a à proximité, donc il faut envisager une coupe très partielle pour éviter d'ouvrir le couvert forestier. Donc, c'est plus les traditionnelles coupes d'éclaircissement où est-ce qu'on enlève un 30%, ça peut être trop. Retirer un 30% du couvert forestier en présence de nerfs bruns, ça peut donner l'occasion aux nerfs bruns de coloniser notre forêt. Donc, une bonne méthode de prévenir, c'est d'adapter les coupes forestières, y aller moins intensément dans les coupes pour éviter d'ouvrir trop le couvert forestier, ce qui ferait exploser le nerf brun. Donc, dans l'impossibilité de faire qu'une coupe partielle, donc exemple en présence d'un chablis, les arbres sont tombés sous l'effet du vent, donc c'est très important de reboiser densément les parcelles ouvertes. Pour le contrôler, quand on a affaire à peu de plants de nerfs bruns, l'arrachage manuel est quand même assez efficace. On utilise un outil conçu spécifiquement à cet effet, c'est une espèce de pince à levier. Ça donne de bons résultats pour les petits plants, ceux qui ont un diamètre de tige de moins de 5 cm. L'utilisation d'herbicides homologués, donc on pense au glyphosate commercialisé sous la marque Roundup, peut être utilisé pour la lutte contre les nerfs bruns. Il y a la version forestière qui est utilisée, ça prend des permis d'application pour utiliser le nerf brun commercial, mais ça peut être la seule façon de venir à bout de colonies. Vous vous rappelez l'image que j'ai montrée où on avait un couvert assez dense de nerfs bruns. Avant de reboiser, il faudrait traiter ces colonies-là avec un herbicide. C'est à peu près la seule façon parce que juste le faucher, le nerf brun pousse tellement rapidement dans l'année suivante que les plants n'auront pas le temps de s'installer, les arbres n'auront pas le temps de pousser. Donc, dépendamment de l'intensité de la colonie, il faut utiliser une méthode plus ou moins drastique. Et l'herbicide fonctionne, mais ça prend quelques années de traitement parce que les graines peuvent rester viables dans le sol quelque temps. Donc, avant que tous les graines, toute la semence présente dans le sol ait poussé et ait été traitée par l'herbicide, ça peut prendre quelques années. On peut aussi étendre du paillis. Ça évite que les graines poussent bien, les graines qui sont déjà présentes au sol, mais ça peut se faire à petite échelle, mais devant d'immenses colonies, la méthode du paillis s'avère assez fastidieuse, tout comme la technique du fauchage, et les résultats sont très médiocres. Donc, c'est une plante très sérieuse, il faut prendre ça au sérieux, apprendre à la reconnaître, puis procéder à son contrôle très rapidement. Pour de petites colonies, c'est possible de contrôler la plante, mais avant que ça devienne grave, il faut vraiment prendre des mesures appropriées. La prochaine plante est la renouée du Japon. Une autre plante très tenace, une plante exotique envahissante, assez difficile à contrôler. Donc, sachez la reconnaître. C'est une plante qui forme également de grandes colonies denses. Ses tiges ressemblent beaucoup à celles du bambou. On va souvent l'appeler le bambou japonais. Elle fait des fleurs blanches qui sont petites, nombreuses et en grappes à la base des feuilles. Les feuilles ont une forme triangulaire avec un bout pointu et elles ont une longueur qui varie de 7 à 20 cm. Voici ici les grappes de petites fleurs. Ils vont mesurer de 2 à 4 cm et de couleur blanc-crème. La tige, elle est ronde, lisse, dressée et creuse. Elle ressemble à un bambou. Elle a pratiquement la même couleur que la rhubarbe pour ceux et celles qui connaissent la rhubarbe. Et d'ailleurs, les tiges de renouée sont comestibles. Les tiges sont facilement cassantes puisque creuses et elles vont avoir vraiment des taches rouges, un peu comme la rhubarbe, comme je disais. Elles peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur, donc elles peuvent avoir une taille vraiment impressionnante. La renouée du Japon peut être confondue à d'autres renouées qui sont des espèces non envahissantes, comme la renouée de Bohème et de Sakhaline. Les feuilles de ces deux dernières sont beaucoup plus grandes.
Elles peuvent avoir de 25 à 40 cm de long et elles vont avoir plus la forme d'un cœur plutôt que la base d'une renouée japonaise qui va être un peu plus ovale. La renouée de Bohème va avoir une base plus tronquée, plus droite, comme si on avait coupé la base au ciseau. La renouée du Japon pousse généralement en milieu ouvert, ensoleillé, mais elle peut aussi supporter l'ombrage et vivre en sous-bois pendant plusieurs années. Elle va s'implanter facilement dans les jardins, les milieux riverains, les milieux humides, les talus de route et des voies forestières et des voies ferrées. Elle apprécie beaucoup les friches parce qu'il y a beaucoup de lumière. Donc voici un exemple de colonie en bande riveraine. Donc ce n'est que de la renouée qui a pris place ici dans cette bande riveraine. Et le courant peut casser les tiges et disperser ainsi la renouée qui va repartir d'autres colonies à partir d'un fragment de tige cassée. Donc elle se fragmente et les fragments peuvent repartir de nouvelles colonies. C'est un mode de propagation de la renouée. Mais principalement, c'est de façon végétative, donc les racines qui vont s'étendre et qui vont refaire de petites tiges qui vont grossir et les colonies deviennent de plus en plus vastes. C'est vraiment par ces racines qu'elle va principalement s'étaler en tant que colonie. La reproduction des graines peut intervenir, mais c'est très rare. C'est une plante qui n'est pas adaptée à notre climat. Donc, les graines vont rarement atteindre une maturité ici dans nos climats plus rudes du Québec. Quoiqu'avec les changements climatiques, les automnes sont de plus en plus longs, les gels sont de plus en plus tard, et de plus en plus, on commence à observer des graines viables chez la renouée du Japon. Il y aurait aussi des hybrides avec les renouées de Bohème qui peuvent donner une graine qui pourrait arriver à maturité plus vite. Donc l'hybride entre la renouée du Japon et l'autre est possible, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec une graine viable. Les impacts, perte de biodiversité, voici la maison qui est complètement envahie de renouée. Donc, c'est une plante qui est coriace, qui est capable de percer même des surfaces de béton. Donc, c'est une plante qui va avoir une croissance assez rapide et qui va avoir une forte poussée de croissance. Elle fait disparaître les espèces indigènes. Elles vont perturber le drainage des sols, favoriser l'érosion des berges parce que les racines ne tiennent pas vraiment la berge, contrairement aux autres herbacées ou arbustes naturels. Donc, plusieurs impacts pour l'environnement de cette plante-là. La prévention, éviter d'en introduire. Souvent, c'est ça qui a fait qu'on en retrouve un peu partout. Les gens trouvent ça beau, cette plante-là. Ça fait un beau bambou. Ça fait une haie qui te cache de ton voisin assez rapidement. Donc, les gens se la partagent. Ils se donnent des fragments, ils se donnent des tiges et c'est une façon de la propager. Donc, ce qui est important, c'est d'en parler, d'informer les gens, informer votre famille, vos amis, vos voisins de sa présence et des conséquences qu'elle a. Tant qu'une colonie est contrôlée, complètement contrôlée sur un terrain, qu'elle n'est pas donnée, qu'elle n'affecte pas le propriétaire, puis qu'elle est confinée à un endroit qui est plus artificiel, comme pour de l'aménagement paysager, elle est moins problématique qu'en nature. Vraiment, éviter son introduction en nature. Puis, cette introduction-là en nature se fait beaucoup par de la terre de remplissage qui est donnée à des gens qui en ont besoin ou qui en font la demande, notamment quand on creuse les fossés municipaux. Donc, les gens profitent de l'occasion qu'on creuse le fossé pour demander de la terre de remplissage, mais ça peut arriver qu'elle contienne des fragments renoués. Et voilà, te voilà parti avec de la renouée sur ton terrain. Comment on la contrôle, la renouée du Japon? La fauche répétée et l'arrachage sans excavation ne permettent qu'un contrôle très, très limité. C'est une plante qui est très, très difficile à contrôler, principalement parce que ses racines peuvent s'étendre jusqu'à 3 mètres de profondeur et en périphérie.
Donc, tant que le sol est assez souple pour que la racine s'enfonce, la racine va s'enfoncer et elle va descendre. Donc, ça fait une racine qui est extrêmement dure à arracher complètement. Puis, si on n'arrache pas complètement la racine, juste un petit fragment peut repartir un plant de renouée. Donc, c'est une plante qui est très, très coriace. Elle emmagasine beaucoup d'énergie dans ses racines et ses racines vont permettre de repartir des colonies. Donc, ça prend plus qu'une fauche, plus qu'une excavation pour en venir à bout. En fait, le bâchage peut aider. Encore une fois, ça prend une bâche qui est une toile géotextile très, très robuste, idéalement perméable à l'eau. On va l'installer sur la colonie, on va faire dépasser la bâche de la colonie d'au moins 2 mètres et idéalement 3 mètres, parce que ces racines peuvent s'étendre jusqu'à 3 mètres latéralement. Cette toile-là, on va la recouvrir d'au moins 30 cm de terre, puis on va replanter une végétation herbacée, ça peut être du gazon ou d'autres espèces naturelles qu'on va replanter dépendamment du milieu où on se retrouve. Donc l'important, c'est d'avoir une bâche de qualité. Et si on recouvre de sol, c'est pas nécessaire d'excaver beaucoup la colonie parce que tout ce qu'on va excaver, va falloir le traiter, il va falloir le détruire, il va falloir s'en occuper pour éviter que ça reparte des colonies. Puis où on peut envoyer cette terre-là, ben, c'est dans des sites de recouvrement, dans des lieux d'enfouissement technique pour les ordures ménagères. Ça sert de recouvrement journalier pour les sites d'enfouissement. Mais ça coûte cher envoyer cette terre-là, ça coûte cher de l'enlever. Donc, c'est vraiment difficile de contrôler par excavation. Même par bâchage, le succès n'est pas garanti. C'est possible qu'il ressorte des petites tiges et là, il faudra les arracher régulièrement, les tondre régulièrement, puis se débarrasser complètement des colonies. C'est assez difficile. Donc, voici un exemple où on prétend avoir réussi là, par l'excavation. On était en rive et il y a eu l'excavation ici d'environ 1 mètre de sol et on s'est rendu jusqu'au cap, jusqu'à la roche-mère. Puis on a gratté ici, c'était pas terminé, mais ça a été bien nettoyé pour s'assurer qu'il n'y ait plus de racines à nulle part jusqu'à la roche-mère. Puis ensuite, on a recouvert d'une membrane géotextile très épaisse, d'une bonne qualité. Et ensuite, on a recouvert ça de terre et on a replanté des végétaux par-dessus, du gazon et des espèces indigènes. Puis, quelques temps après, l'année suivante, on a retrouvé une petite tige en périphérie. L'excavation avait débordé la zone de 2 mètres et dans le 3 mètres, on a retrouvé une petite tige de renouée qu'on a contrôlée, qu'on a arrachée, qu'on a traitée pour éviter que ça reparte une colonie. Donc, vous voyez, c'est assez tenace, mais c'est sûr qu'ici, si on fait un entretien, qu'on arrache tout ce qui repousse, on va en venir à bout, mais ça va demander un suivi régulier. Voici une autre photo de la rive ici. Le contrôle de la renouée par le traitement chimique, l'usage d'herbicides peut donner de bons résultats si exécuté selon un protocole bien précis. Cet usage n'est pas permis en milieu riverain. Je vous montre ici une photo d'une injection dans la tige de renouée de glyphosate, communément vendu sous la marque Roundup. Donc le glyphosate par injection était possible tant qu'on utilisait le produit homologué pour ça. Et récemment, depuis l'automne 2020, il y a eu une révision d'homologation du produit qui était possible d'utiliser et maintenant il n'est plus possible d'utiliser ce produit-là. Et il n'y aurait plus aucun produit chimique qui serait homologué pour l'injection dans les tiges. Les produits sont encore homologués pour l'usage par vaporisation sur les tiges de renouée, mais l'injection ne serait plus possible depuis le mois de novembre dernier. Donc, la vaporisation des tiges, des feuilles de renouée fonctionne également, fonctionne très bien. Ça prend une faible concentration du produit qu'on va vaporiser sur les feuilles et on le fait avant la mi-septembre. Idéalement,
début septembre à mi-septembre, lorsque le flot de la sève s'inverse dans les plantes. À l'arrivée de l'hiver, la plante veut emmagasiner ses sucres, donc le flot de la sève va s'inverser vers la racine pour accumuler l'énergie. Il faut profiter de ce flot vers la racine pour vaporiser les feuilles de renouée, pour faire descendre le produit chimique qui va donner le signal de mort à la plante. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. La plage horaire, la période, elle est quand même très courte pour procéder au traitement. Et retenez que l'injection n'est plus possible pour la renouée du Japon. Seule la vaporisation est autorisée. Maintenant, le roseau commun. La dernière des 4 espèces que je vous parle dans ces formations. Voici quelques images. Donc, vous voyez ici que le roseau commun peut être terrestre, mais peut pousser aussi facilement les pieds dans l'eau. Pour reconnaître le roseau commun, c'est une très grande graminée. Elle ressemble un peu à une gerbe de blé, mais géante. Elle peut mesurer jusqu'à 2,5 mètres et parfois même jusqu'à 5 mètres de hauteur. Donc, c'est un graminé qui pousse vraiment en hauteur. Elle va former une fleur en forme de plume au sommet de sa tige. On va voir quelques belles images. Elle a une tige unique, donc qui n'est pas ramifiée, une seule tige qui va se dresser, parfois se courber. Elle va être verte ou jaunâtre, mais plus verte qu'autre chose. Donc, ces fleurs en forme de plume vont mesurer de 20 à 30 cm. Elles vont être d'abord pourpre, violacée, puis brune, foncée à maturité. Et la floraison va s'étendre du mois d'août au mois de septembre. Son habitat, elle pousse à peu près dans tous les milieux. Dès qu'il y a beaucoup de lumière, elle va favoriser ces milieux-là. Elle va pousser bien dans des eaux riches en éléments nutritifs, mais on peut la retrouver à peu près n'importe où. Dans les milieux humides, dans les marais, dans les fossés, dans les talus de route, sur les berges des cours d'eau, dans les friches et même dans les champs cultivés, ce qui est plus rare un peu. Elle s'adapte vraiment à toutes les conditions. Voici une belle image ici d'une fleur de roseau commun. Donc, vous voyez ici, cette fleur-là va donner beaucoup de graines au sommet des tiges. Ça a l'apparence d'une plume. Elle se propage, oui, en partie par ses graines, mais beaucoup plus par propagation végétative, c'est-à-dire que ses racines vont s'étendre et étendre les colonies. Elle peut aussi se reproduire par fragmentation de ses parties. Donc, si on fragmente une tige, ce fragment-là peut être dispersé, par exemple, le long d'un cours d'eau pour aller former d'autres colonies plus loin sur les berges du cours d'eau. Donc, souvent, les cours d'eau colonisés en amont vont finir par être colonisés de l'amont vers l'aval. Les impacts du roseau commun sont quand même sensiblement les mêmes que les autres espèces exotiques, donc une perte de biodiversité, un appauvrissement des écosystèmes. Ça peut même contribuer à l'assèchement des milieux humides. C'est une plante qui pousse, qui est très efficace. Ça va représenter une obstruction à la navigation lorsqu'on la retrouve dans les milieux hydriques qui sont navigables. Ça va uniformiser le paysage colonisé et ça peut diminuer les rendements en agriculture. Pour prévenir pour le réseau commun, il y a différentes méthodes. Bien sûr, ne pas l'acheter, ne pas le planter, ne pas l'introduire. Faire bien attention si on reçoit des terres de remplissage. C'est une espèce qui est tellement commune, on en trouve tellement partout, qu'on peut parler maintenant beaucoup plus juste de prévention. Parce que espérer l'éradication de cette plante-là, c'est impossible. On est trop avancé, il y en a trop partout de cette plante-là pour espérer l'éradication. Donc, on est plus en mode prévention, on est plus en éviter qu'elle prenne de l'expansion. Donc, évitez vraiment de l'introduire chez vous, c'est la première chose. Et pour ce faire, si vous avez des sols à nu, par exemple suite à des travaux de terrassement, recouvrez vos sols très très rapidement. Ici, l'image, c'est un fossé qui a été entretenu et a suivi une revégétalisation rapide, un ensemencement avec du mélange B, du trèfle, du mil, qui fait en sorte que les graines de renouée, ils ont moins d'emprise, ils peuvent moins s'installer dans les graines de renouée, les graines de roseau commun
peuvent moins s'installer dans un sol fraîchement à nu. Planter des arbres, des arbustes pour créer de l'ombrage, pour empêcher la germination des graines, c'est aussi une solution. Donc, garder un couvert forestier, éviter les ouvertures du couvert forestier trop intenses qui favorisent l'installation du roseau commun. Pour le contrôler, il peut être fauché. Il peut être fauché pour épuiser ses réserves dans ses racines, mais on ne va que le contrôler de cette manière. Donc le fauchage, c'est très répété. On le fauche le plus ras possible du sol et on va répéter à tous les 2 semaines, dès le début du mois de juin, pour essayer d'épuiser les racines. Mais dès qu'on va arrêter de le faucher ou de l'entretenir, ça peut être même fait avec la tondeuse, on peut le faucher régulièrement. Mais si on arrête, le roseau, tranquillement, va reprendre la place et va commencer à recoloniser le site. Le bâchage peut aider, peut fonctionner. Encore une fois, comme avec la renouée du Japon, on peut mettre une toile, une membrane géotextile tissée qui est imperméable à l'eau, donc qui est perméable à l'eau plutôt. Donc l'eau va pouvoir passer au travers et on va la recouvrir de terre, puis on va planter par-dessus des espèces indigènes pour faciliter la reprise de la végétation puis éviter que le roseau reprenne place. Et il faut encore une fois étendre ce traitement-là au moins 2 mètres en périphérie des colonies de renouée, de roseaux communs. Et c'est très important de bien examiner régulièrement la zone. Donc souvent, on va voir en périphérie des zones qui ont été bâchées de la sorte, des tiges. Donc on peut essayer de les traiter soit à l'aide d'une méthode chimique ou de les arracher. On voit ici l'image ici d'une fauche. C'est assez laborieux de faucher régulièrement des colonies de roseaux. En milieu hydrique, l'arrachage donne quand même un bon résultat parce qu'on peut arracher une bonne partie de la racine de la renouée. Donc, un arrachage répété en milieu hydrique peut donner des bons résultats. Et finalement, le Roundup, le glyphosate commercialisé sous la marque Roundup, fonctionne relativement bien chez le roseau commun. Ça prend plusieurs traitements. Encore une fois, on va faire les traitements dans les 2 premières semaines de septembre pour profiter du flot inverse de la sève. Et il faut procéder pendant plusieurs années. Les graines sont viables dans le sol quelques années, donc même si on traite l'année suivante, il peut repousser des nouvelles tiges de par les graines qui sont toujours présentes dans le sol. Donc ça va prendre plusieurs années de traitement pour réussir à en venir à bout. On doit l'utiliser avec parcimonie, on doit éviter de l'utiliser près des cours d'eau, avant les pluies, pour éviter de détruire d'autres espèces. Et c'est très difficile de cibler uniquement le roseau commun parce que, bon, il y a un peu toujours d'herbacées indigènes qui essayent de vivre en dessous de ça ou en périphérie. Donc le Roundup, lui, va vraiment tout tuer aussi partout ce qui va avoir contact avec l'herbicide. Donc ça prend une application très soignée et répétée sur plusieurs années. Donc voici cet aperçu pour les 4 espèces exotiques envahissantes. J'espère que ça va vous aider à les reconnaître et à être des sentinelles efficaces. Un merci spécial à nos partenaires financiers, la Fondation de la faune du Québec et Hydro-Québec. Luttons ensemble contre les espèces exotiques envahissantes. Au plaisir, merci.